C'est parti, c'est bon pour vous? Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour celles et ceux qui étaient là avec nous juste avant ou ce matin. Bienvenue encore à l'EHESS. On va entamer notre session d'échange questions-réponses aussi dédiée à vos paroles, à vous, vos questions. On laissera un temps dédié pour vous écouter et essayer de répondre à toutes vos questions. Je remercie évidemment tous les collègues qui sont rendus présents pour être en dialogue avec vous aujourd'hui, pour répondre à toutes les questions. On va aborder différents axes qui va se structurer de la façon suivante. On va d'abord aborder votre vie administrative et pédagogique. Ensuite, on abordera les particularités de l'EHESS dans le cadre du doctorat. Et enfin, on parlera de la vie étudiante et institutionnelle avant d'évoquer l'après, la suite. Merci donc encore aux collègues, merci à vous. Vous allez pouvoir nous interroger tout au long de la table ronde. Je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, à suivre le HESS pour obtenir aussi toutes les informations dédiées pour les étudiants et doctorants donc, que vous êtes. Sur le site internet aussi, vous avez un espace dédié désormais à toute la vie étudiante qui reprendra vraiment toutes les questions d'association, de sport, des actualités propres aussi, mais aussi les diffusions d'appels, qui soient appels internationaux ou relatifs au FSDIE notamment. Et enfin, bien sûr, sur vos adresses mail en @ehess.fr où vous allez recevoir de nombreuses informations parmi les différentes choses que l'on va évoquer aussi aujourd'hui. Juste après, à 17h30, aura lieu le prix de mémoire et de prix de thèse qui sera remis aux différents lauréats en présence du président. Et à 18h, nous vous invitons à rejoindre le bâtiment école qui se situe donc juste à côté pour un pot qui vous est complètement dédié à vous, les étudiants qui rejoignez l'école. Sans plus tarder et pour commencer, en saluant bien sûr tous ceux qui nous suivent à distance puisque nous sommes retransmis en direct sur YouTube, je pose ma première question sur faire ou ne pas faire une thèse à l'EHESS. France, tu n'as pas 3 heures pour répondre à cette question, mais 3 minutes, s'il te plaît, et merci à toi. 3 minutes, et c'est pas faire ou ne pas faire une thèse à l'EHESS, c'est faire ou ne pas faire une thèse. Et si on fait une thèse, on la fait à l'EHESS. On l'a fait à l'EHESS, évidemment, voilà. Merci. Donc voilà, faire une thèse à l'EHESS, c'est la possibilité de préparer en fait un doctorat dans quasi toutes les disciplines des SHS, donc des sciences humaines et sociales. Mais avant de se lancer, il faut bien peser les enjeux. Donc je ne sais pas combien d'entre vous, si vous êtes tous en thèse ou si vous êtes masterants et de futurs thésards potentiels. Mais bon, l'idée c'est quand même de bien peser les enjeux avant de se lancer. Et est-ce que je vais entièrement consacrer ma vie pendant quelques années à un sujet de recherche ultra pointu sous la direction d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur ou d'une chercheuse? Ça, c'est une vraie question. Il faut se la poser. Et on va bien identifier son objectif. Pourquoi est-ce que je veux faire une thèse? Pourquoi je veux devenir chercheur ou parce que le sujet que je souhaite aborder me passionne? Voilà, les réponses sont multiples, mais le choix du sujet et le choix de la direction de thèse pour vous accompagner dans ce projet et les moyens pour y parvenir, ils doivent être étudiés à fond avant de vous engager. À l'EHESS, l'admission en doctorat et la préparation d'une thèse reposent avant tout sur l'accord en fait librement conclu entre vous, étudiantes, futurs candidats au doctorat, et un enseignant, une enseignante, chercheur, chercheuse qui va vous accompagner, qui va vous aider à maturer votre projet de recherche et vos travaux et vous accompagner dans la direction de vos travaux. Et donc cet accord, il porte en fait sur les conditions de réalisation de vos travaux et l'avancement de votre recherche et bien sûr sur les conditions financières dans lesquelles vous allez réaliser ces travaux. Donc c'est un engagement qui est fort et c'est un engagement qui est long. Une thèse, c'est un projet singulier qui mobilise en fait une longue période de votre vie et donc je trouvais que c'était important qu'on commence par se poser la question toutes ces questions-là avant d'aborder le vif du sujet. Merci beaucoup, France. Dans cette idée, et tu l'as évoqué, je crois aussi, mais la question du financement, et là, je vais appeler une réponse à 2 voix, notamment avec toi, France, pour le contrat doctoral, et avec Jérôme pour le sujet, le cas des chiffres particuliers.
Oui, c'est ça. Parmi les parmi les points à étudier vraiment avant de se lancer en thèse, il y a la question du financement. Et donc, comment est-ce que vous allez financer votre projet? Et la principale source de financement, c'est celle du contrat doctoral, c'est-à-dire un contrat de droit public qui vous permet d'être recruté sur votre projet de recherche. Donc c'est vraiment, un établissement. Donc là, en l'occurrence, le HESS qui va vous recruter en tant que jeune chercheur pour mener à bien vos travaux de thèse. Et donc, bien que les SHS soient souvent le parent pauvre pour les financements de thèse, il existe de nombreuses sources de financement. Il n'y a pas uniquement que le HESS qui puisse vous recruter, mais il y a aussi toutes sortes d'autres bailleurs de fonds potentiels pour financer vos recherches. Voilà, les directions interministérielles, notamment la DILCRA, financent chaque année un contrat doc à l'EHESS. Le ministère des Armées, de la Défense et des Armées finance chaque année un contrat doctoral en histoire à l'EHESS. Donc, ce sont des bailleurs de fonds auxquels on ne penserait pas potentiellement, mais qui sont en fait des possibles financeurs de vos travaux. Et donc pour ce faire, en fait, vous recevez régulièrement de la part des services de l'école tous les appels à candidature sur ces financements de thèse. Donc je ne sais pas le nombre de fois où on a dû vous le dire déjà au cours de la journée, mais donc consultez votre adresse mail de HESS institutionnelle. Vous avez des questions concernant les contrats doctoraux, vous avez dans le livret de l'étudiant, le livret étudié à l'EHESS, tous les contacts pour pouvoir avoir des réponses à ces questions-là. Voilà. Et je passe la parole à Jérôme Malois, qui lui va vous présenter une autre source de financement, pareil, à laquelle on ne s'attendrait pas pour des thèses en sciences humaines et sociales, mais qui pourtant fonctionnent bien, ce sont les thèses en CIFRE. Effectivement, Jérôme pour le CIFRE et Faustin qui pourra peut-être témoigner de son expérience. Merci. Ouais, bonjour à tous. Donc le contrat CIFRE, ça sera le seul acronyme que vous aurez. Donc c'est pour Convention industrielle de formation par la recherche. Alors vous pouvez presque oublier le mot industriel qui peut vous dérouter parce que vous pouvez dire industrie, c'est de l'appliquer. Donc pas du tout. C'est vraiment l'idée, c'est un financement, donc un contrat doctoral. L'entreprise ou le partenaire vous recrute pendant 36 mois sous la forme d'un contrat doctoral avec un minimum du contrat doctoral. Et vous travaillez dans l'entreprise ou chez le partenaire. Donc le partenaire, ça peut être une association, une fondation, une entreprise de droit privé, une collectivité aussi, et avec un autre dispositif maintenant des ministères. Et donc il vous emploie pendant 36 mois pour faire un travail de recherche qui a des retombées aux partenaires qui vous emploient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Il faut déposer un dossier auprès de la NRT, qui est une association qui s'occupe d'évaluer votre projet et après de verser des fonds. Parce que l'intérêt pour l'employeur, c'est qu'il y a un versement d'une subvention de 3 fois 14 000, donc 42 000 euros, qui est versé à l'employeur. Donc c'est très intéressant pour lui. Donc l'idée, c'est quand vous êtes en M2, en M1 ou en M2, vous faites des terrains, vous faites un stage prodigué par Virginie, par exemple. Et donc, quand vous allez voir le stage, vous trouvez une entreprise qui est intéressée par vos travaux, qui veut les prolonger. Vous lui parlez du CIFRE et ensuite, on peut travailler avec eux pour déposer un projet auprès de la NRT. Donc c'est intéressant pour vous, ça vous apporte une expérience professionnelle, une expérience dans le monde de l'entreprise ou le monde de la collectivité, qui sont des mondes que vous ne connaissez peut-être pas et qui permet après de vous insérer plus facilement si vous choisissez une autre voie que la voie de la recherche. Une chose aussi importante, le contrat CIFRE, c'est pas une commande que l'entreprise fait ou que l'employeur fait à l'étudiant. C'est une thèse qui respecte exactement les mêmes types d'exigences qu'une thèse de l'école des hautes études. Donc, il y aura un filtre, c'est l'inscription en thèse. On va suivre vos travaux et si au bout d'un moment on voit qu'il y a une dérive, on arrête l'inscription. Donc, il faut faire attention à ça. Que c'est un vrai projet. Il faut bien montrer à votre employeur que c'est une thèse vraiment d'intérêt scientifique. Nous, on a des maîtres de conférences à l'EHESS qui sont passés par ce dispositif. Donc, c'est vraiment une thèse qui est reconnue de la même qualité qu'une autre thèse. En tout cas, à l'école des études. Je laisse à Faustin son expérience de CIFRE. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors moi du coup je commence ma 3e année de doctorat CIFRE avec l'entreprise de télécommunications Orange qui a son propre laboratoire de sciences sociales, le département des sciences sociales d'Orange à Châtillon. Ma thèse porte sur l'introduction de la réalité virtuelle dans la formation professionnelle. Donc j'ai fait un stage de 6 mois avant ma thèse, un stage de fin d'études de M2 et en fait qui a débouché sur une thèse CIFRE de 3 ans. En fait, pendant 3 ans, je fais des terrains à la fois en interne chez Orange, mais aussi en externe chez d'autres entreprises pour avoir une démarche un peu comparative entre différentes organisations.
L'avantage de la thèse CIFRE, si je devais faire une liste, c'est ce double apprentissage à la fois scientifique, académique, avec notre directeur ou directrice de thèse, qui est vraiment très important parce que l'encadrement scientifique se fait vraiment au sein de l'école, et à la fois cet apprentissage, on va dire, professionnel, des règles de l'entreprise, des politiques internes, voilà, où ça nécessite aussi un apprentissage. Et donc ça, pour le coup, la thèse CIFRE, je trouve, à mon sens, c'est quand même un bon moyen de concilier les deux. Et dans la perspective du futur aussi, je pense que c'est toujours valorisable d'avoir une expérience dans le côté professionnel, sachant que voilà, ces 3 ans-là, c'est 3 ans d'expérience professionnelle que vous allez acquérir. Merci beaucoup Faustin, Jérôme. J'enchaîne pour laisser vraiment le temps à vos questions qui viendront juste ensuite. L'année préparatoire au doctorat, France, tu es ma cible pour cette table ronde, je suis désolé. Qu'est-ce que l'année préparatoire au doctorat, l'APD, si je me souviens? Ouais, Bien. c'est ça. Donc ça, c'est toujours dans le cadre de votre réflexion sur le faire ou pas faire une thèse et comment on la finance, tout ça. Donc l'année préparatoire au doctorat, c'est un espèce de sas entre le master et le doctorat. C'est une spécificité de l'école, en fait. C'est une année non diplômante dans laquelle les étudiants et étudiantes peuvent s'inscrire en attendant en fait de s'inscrire en doctorat. Et c'est une année initialement faite pour la remédiation scientifique. Notamment, en fait, vous êtes historien ou historienne et vous souhaitez faire une thèse en anthropo. C'est possible à l'école, en fait. Du fait de l'interdisciplinarité, vous avez cette possibilité-là, mais vous avez besoin de vous former, en fait, à l'anthropologie avant de vous lancer dans une thèse en anthropologie après un master d'histoire. L'année préparatoire au doctorat est prévue pour ça, sans vous obliger à repasser par la case master. Donc ça, c'est la première vocation de l'année préparatoire au doctorat, mais pas que, en fait, parce que pendant cette année, pendant que vous vous formez, vous approfondissez vos connaissances, vous maturez votre projet de recherche et vous pouvez ainsi aussi vous préparer à trouver des financements de thèse. Voilà. Donc c'est vraiment en fait une période transitoire entre le master et le doctorat. Nul besoin d'être inscrit en année préparatoire au doctorat pour pouvoir se préparer à un doctorat. Vous pouvez aussi tout à fait décider de faire autre chose pendant 1, 2 années, 3 années. Bon nombre des doctorants et doctorantes de l'école ont fait 2-3 ans d'interruption avant de revenir à la recherche en préparant une thèse. Et ça laisse le temps aussi de trouver les financements pour vos projets de recherche. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse et tu peux garder le micro parce que je crois que la suite est encore pour toi. On va aborder plusieurs questions qui concernent les interlocuteurs là aussi à identifier dans le cadre de son parcours de doctorat. Interlocuteur, interlocutrice. Peut-être tout d'abord pour poser le cadre, qu'est-ce que l'ED, que tu connais très bien d'autant plus, qu'est-ce que l'ED, l'école doctorale de l'EHESS? Donc, les doctorants et doctorantes ont cette particularité en fait d'être à la fois des jeunes chercheurs, donc qui sont accueillis dans des laboratoires de recherche et on y reviendra plus tard, mais aussi des étudiants et étudiantes. Et de ce point de vue-là, en fait, leur formation est encadrée par un niveau d'organisation institutionnelle qui est l'école doctorale, en fait. Donc l'école doctorale, c'est le lieu où se décide le parcours de formation des doctorants et doctorantes, donc notamment les modalités de leur encadrement, mais aussi les obligations de suivi et de séminaires qu'ils doivent réaliser. Et donc c'est une unité administrative. Et donc à l'école, il y a une seule école doctorale qui accueille les 1300 doctorants et doctorantes qui sont inscrits à l'EHESS pour préparer une thèse dans toutes les disciplines, encore une fois, des SHS. Et pour permettre l'organisation du parcours de ces 1300 doctorants et doctorantes, on est organisé en formation doctorale pluridisciplinaire ou aréale ou thématique. Donc, et vous retrouvez toutes ces informations sur le site de l'école. Et le conseil de l'école doctorale est l'instance qui se réunit régulièrement pour vérifier que tout fonctionne bien au royaume de l'ED et au royaume du doctorat à l'EHESS. Et donc, et il y a au sein de cette instance des représentants des doctorants et doctorantes et qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du doctorat. Et donc, je vous invite, pour celles et ceux qui envisagent ou qui sont déjà en thèse, à vous présenter aux élections qui auront lieu en mars prochain.
Merci beaucoup, France. Au sein de ce royaume de l'ED, nous avons les formations et je remercie Sylvia donc, qui nous a rejoint pour pouvoir justement répondre à la question large, certes, mais qu'est-ce que la formation doctorale ? Je chercherai à être brève. Et comme vous pouvez entendre de mon accent, je suis italienne. Je l'ai dit non pas parce que c'est si intéressant mon cas spécifique, mais parce que la moitié des étudiants de l'école, ou presque la moitié, ne sont pas français. Donc, cela fait partie des spécificités de l'école, des spécificités de nos formations aussi, et je pense que c'est l'une des richesses que nous avons. Donc, comme France Artois vient de le dire, il y a une seule école doctorale, mais il y a 11 formations doctorales. Je l'écris parce que j'ai peur sinon que j'oublie quelqu'un, et ce n'est pas une bonne idée. Anthropologie sociale et ethnologie, arts et langage, droit, études politiques et philosophie, histoire et civilisation, savoir en société, sciences de la société, encore accréditation avec l'ENS de Paris, sciences sociales à Marseille, sciences sociales et genre, sociologie, terrain, texte, interdisciplinarité, territoire, migration, développement. Comme vous pouvez le voir, donc les formations doctorales sont disciplinaires et ou thématiques. Ça, c'est l'une des caractéristiques. Mais je suis la co-responsable de la formation doctorale et du master d'histoire. Vous avez vu mon prédécesseur, peut-être vous n'étiez pas là dans la première partie, mais si quelqu'un était là, vous avez vu Emmanuel Sanfoussian qui m'a précédé, qui a parlé du master. Mais et aussi, et donc c'est plutôt une formation disciplinaire comme anthropologie, comme dans d'autres, mais dans une variété d'approches très, très, très large. Dans tous les cas, et dans toute façon, chacun des formations est aussi interdisciplinaire et discute avec les autres. Et c'est pourquoi l'importance d'avoir une école doctorale unique. Je fais partie aussi d'autres conseils pédagogiques. Je le dis encore une fois, non pas pour parler de moi, mais pour expliquer comment l'école fonctionne. C'est-à-dire, je fais partie des savoirs en société, par exemple, par rapport à mon approche spécifique, etc. Cela signifie vraiment que les relations sont très, très étroites. Et chaque formation doctorale a son propre conseil pédagogique. Dans certains cas, comme dans la formation que je dirige, les conseils pédagogiques et les directeurs sont les mêmes pour les masters et pour les doctorats. Dans d'autres cas, en revanche, on a un conseil pédagogique pour les masters, un conseil pédagogique pour les doctorats et des directeurs, directrices différentes. Et chaque formation dispose aussi d'une liste d'enseignantes qualifiées pour encadrer des thèses. Seuls les enseignants habilités, maître de conférences ou maîtresse de conférences avec un HDR, c'est-à-dire habilitation à diriger des recherches, et directeurs et directrices d'études peuvent encadrer ou être responsables des thèses, éventuellement en codirection avec des collègues non habilités. Et la codirection, les cotutelles, dont on parlera plus tard, sont possibles et même encouragées à l'école. Après, les premiers interlocuteurs, étant donné qu'on parle des interlocuteurs et interlocutrices, sont évidemment votre directeur et directrice des thèses. Brigitte Derlon va parler dans quelques minutes du comité de suivi des thèses, qui c'est un autre lieu très important où nous avons l'obligation de réunir, et c'est aussi les premiers lieux dans lesquels vous pouvez, et il est fait pour vous suivre, vous pouvez aussi dénoncer les difficultés que vous avez, et c'est un lieu très important. Après, il y a aussi les responsables des formations qui sont à disposition et à l'écoute. Dernier point, la formation doctorale est aussi un des lieux de financement de l'aide des thèses, et après tout passe par l'école doctorale finalement, mais qui fait un peu qui établit parmi les différents domaines des formations, mais c'est le premier lieu et c'est un lieu important. En premier lieu pour vos terrains et vos sources, mais aussi pour votre participation au colloque à l'étranger, par exemple, et plein d'autres choses. C'est donc un espace de socialisation intellectuelle de première importance qui peut s'appuyer sur l'autre espace qu'est le laboratoire auquel vous êtes rattaché par votre directrice ou directeur des thèses et duquel Clément Thibault en parlera dans une minute. Les formations s'appuient sur plusieurs laboratoires.
Il n'y a jamais un laboratoire unique. Pour la formation histoire, on a une vingtaine de laboratoires avec lesquels on travaille, par exemple. Et la formation doctorale est aussi un espace de prise d'initiatives concertées, comme journée d'études, par exemple. Et je termine où France a terminé, c'est-à-dire que l'importance de vous présenter, de participer aussi en tant que représentant à la vie des formations. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Et merci Sylvia, puisque tu as déjà assuré la transition avec rattaché ou en tout cas intimement lié au royaume de l'OD, les laboratoires. Clément, je me tourne vers toi pour savoir qu'est-ce qu'un laboratoire. Alors, je suis Clément Thibault, directeur d'études à l'école et directeur d'un des laboratoires de l'école, Mondes Américains, qui est un laboratoire américaniste. Alors, un laboratoire, en fait, dans le jargon de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça s'appelle plutôt une UMR. Et tous les laboratoires de l'EHESS sont, à ma connaissance, des UMR. UMR, ça veut dire Unité Mixte de Recherche. Donc, un laboratoire est fait pour organiser la recherche au sein de l'école et va comporter, en fait, plusieurs types de membres. Vous avez l'équipe de soutien à la recherche, parmi lesquels vous avez des administratifs, vous avez les gestionnaires financiers. En général, il n'y en a pas plus d'un. Vous avez des chargés de communication, des chargés d'édition, par exemple. Vous avez aussi les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui sont membres statutaires des laboratoires. Et vous avez enfin les doctorantes et les doctorants. Et aussi, pendant une période souvent limitée, de 1 à 3 ans, les jeunes docteurs qui font partie aussi des laboratoires. Donc pour vous donner une idée, dans mon laboratoire, on est à peu près 150, et parmi lesquels il y a 100 doctorantes et doctorants et jeunes docteurs, et une quarantaine d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et de membres de l'équipe de soutien à la recherche. Alors pour le laboratoire s'occupe en fait à la fois de définir des axes de recherche dans lesquels les doctorantes et les doctorants vont s'inscrire comme les enseignants-chercheurs et les chercheurs de l'unité, mais s'occupe aussi vraiment de la gestion quotidienne, matérielle des étudiants à l'école, la gestion des locaux, des salles de travail. Pour les doctorants, je dirais que le laboratoire, c'est un lieu vraiment de soutien qui peut être très important, qui est parfois un petit peu ignoré dans la mesure où la relation des doctorants se fait évidemment avec leur direction de recherche, mais la direction de recherche implique cette affiliation au laboratoire. Alors que peut le laboratoire pour les doctorantes et les doctorants ? Plein de choses. La première, c'est qu'elle peut soutenir et financer leur mission. Alors, tous les laboratoires ne le font pas, ça dépend de leur vocation. Pour un laboratoire comme le nôtre, qui est un laboratoire américaniste d'air culturel, c'est évidemment extrêmement important de financer, de soutenir les missions des étudiants qui sont inscrits en général en anthropologie et en histoire pour qu'ils puissent se rendre en Amérique latine ou en Amérique du Nord. C'est aussi un lieu d'implication dans la vie des instances, dans la vie, je dirais, de la recherche, de la gestion de la recherche, puisque à chaque mandat, un certain nombre de doctorants sont élus pour participer au conseil de laboratoire qui gère la vie du laboratoire, notamment son financement, son budget, sa vie scientifique, etc. À Mondes Américains, il y a 5 représentants au conseil de doctorants au conseil de laboratoire sur 18 membres. Donc vous voyez qu'il y a un poids qui est vraiment important. Ensuite, c'est un lieu où vous pouvez organiser des journées d'études. Il y a beaucoup de laboratoires qui ont des journées doctorales, qui sont entièrement prises en charge et organisées par les doctorants. Vous pouvez proposer des activités de recherche aussi qui vont être financées par le laboratoire, qui reçoit des dotations pour ça. Et donc, c'est pour votre vie scientifique, pour votre construction, je dirais, de votre trajectoire professionnelle de chercheur et de chercheuse, c'est un point extrêmement important. Après, il y a d'autres services qui peuvent être donnés ou rendus par le laboratoire. Par exemple, quand vous cherchez un contrat doctoral, que vous présentez un concours du CNRS ou un concours à une maîtrise de conférence,
des auditions blanches sont souvent organisées par les labos pour vous y préparer. Et pour les jeunes doctors qui peuvent être affiliés pendant un certain nombre d'années après leur soutenance de thèse, c'est un soutien qui peut être extrêmement important parce que c'est pour eux une carte de visite, c'est une affiliation scientifique qui leur permettra d'obtenir des financements, de présenter des candidatures, de présenter des articles, etc. Alors il y a un dernier point que je n'ai pas précisé, c'est que dans UMR, le M de mixte signifie que les laboratoires de l'école sont affiliés, en fait, dépendent de plusieurs tutelles, l'école étant une de ces tutelles. Une autre de ces tutelles, c'est le CNRS, c'est nécessairement pour toutes les UMR. Donc ça veut dire que le CNRS va donner une dotation, de l'argent, le HESS de l'argent. Pour mon labo, il y a Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Nanterre. Et donc c'est un cadre scientifique qui va excéder le cadre de l'EHESS et qui va vous permettre aussi d'être en lien avec des doctorants d'autres institutions, ce qui peut être intéressant pour vous et qui permet aussi d'avoir plus de moyens pour financer en partie des missions et des activités scientifiques que vous auriez à organiser. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc des interlocuteurs, interlocutrices dans le cadre d'un doctorat à l'école. Et donc pendant ce parcours de l'étudiant et en l'absence de notre collègue qui devait répondre à cette question-là, je me tourne encore vers France pour lui demander qu'est-ce que le parcours doctoral qui d'ailleurs fait l'objet d'ajouts, de modifications, de nouveautés cette année aussi en cette rentrée universitaire. En quelques mots, France, de quoi il s'agit ? Oui, donc pour ceux qui étaient là ce matin lors des interventions institutionnelles, donc le parcours doctoral a déjà été un peu évoqué. En fait, il s'agit lorsque vous serez en thèse ou si vous entrez en thèse ou si vous êtes déjà en thèse, en fait, de suivre un certain nombre de séminaires obligatoirement d'ici la fin de votre doctorat. Donc c'est un dispositif qui est mis en place à compter de cette année, qui concerne en fait les doctorants et doctorantes qui rentreront cette année en doctorat en première année, et puis vous, plus tard, si vous entrez en thèse et si vous êtes en master. Et donc il s'agira pour vous, comme pour eux, de suivre un certain nombre de séminaires, notamment 3 séminaires de recherche. Ça, jusque-là, rien de très original, c'était déjà le cas auparavant. Mais par ailleurs aussi, en fait, de suivre des formations à l'insertion professionnelle, on en parlera peut-être un peu plus tard, ou en tout cas de valoriser en fait ce que vous faites dans le cadre de votre recherche et qui n'est pas visible en fait quand vous soutenez votre thèse, c'est-à-dire par exemple organiser des journées d'études, comme Clément Thibault vient de l'évoquer. Vous, doctorants, doctorantes, vous êtes amenés à organiser des journées d'études ou des doctorales avec vos collègues pour présenter vos travaux ou des travaux relatifs à une certaine thématique de recherche. Et dans ce cadre-là, en fait, vous êtes amené à monter un événement scientifique, certes, mais aussi donc à monter un budget, à faire de l'événementiel, publiciser en fait cet événement, donc vous organiser, réserver une salle, voir comment on fait venir des gens de l'étranger, comment on organise un pot de bienvenue, etc., etc. Et toutes ces compétences-là, en fait, sont des compétences qui sont en fait transposables dans d'autres environnements professionnels. Et l'idée de ce parcours doctoral, en fait, c'est de vous aider à mettre en perspective tout ce que vous allez être amené à faire dans le cadre de votre thèse et qui n'est pas le travail de recherche à proprement parler, mais qui est le travail du chercheur et donc qui engage d'autres compétences que celles de la recherche à proprement parler, qui sont l'enseignement. Vous allez être sans doute amené à enseigner. Voilà, organiser un événement, un colloque. Toutes ces choses-là qui ne sont pas visibles lorsque vous soutenez votre thèse, on souhaite que vous puissiez les valoriser dans un cadre particulier qui est celui que nous avons appelé parcours doctoral, en fait, et qui est donc un parcours de formation à la recherche et au métier de chercheur. Et donc, c'est un peu l'idée de ce parcours doctoral, c'est de vous amener à valoriser ça. Le dernier volet, c'était aussi en fait un volet relatif à votre formation, à la vie institutionnelle de l'établissement et donc à ce que c'est que de faire une thèse en SHS à l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc, vous serez amené à participer aussi à des séminaires pour vous aider à
prendre la mesure de ce que c'est que de publier pendant sa thèse. Donc il y a un séminaire dédié qui s'appelle Faire une thèse en SHS, mais il y a aussi un séminaire autour de la thèse en CIFRE qui est très très utile pour les doctorants et doctorantes qui sont en CIFRE, mais peut-être pas que en fait. et enfin, last but not least, with my best English accent, vous serez amené, et ça c'est obligatoire, de chez obligatoire, à suivre un séminaire de formation à l'éthique de la recherche et donc à l'intégrité scientifique. Voilà. Et donc l'école propose depuis l'an dernier une journée dédiée à ces questions-là et à ces thématiques-là, très riche, et que vous serez amené à suivre si vous entrez en doctorat ou si vous êtes déjà en doctorat. Voilà pour une présentation du parcours doctoral. Merci beaucoup. Et inhérent donc à ce parcours et à son statut en tant que doctorat à l'école, France, on continue notre dialogue. Et quelles sont les obligations, mes obligations en tant que doctorant au sein de l'EHESS, mais notamment les obligations administratives? Donc, on rit, mais en fait, c'est parce que je n'étais pas censée être la seule à intervenir. Et malheureusement, la personne qui devait faire le tandem avec moi est absente aujourd'hui et on ne lui en veut pas. Voilà, elle est souffrante. Donc, en gros, les obligations administratives, c'est déjà d'être inscrit. Et ça, c'est pas une blague en fait. Ça a l'air d'être une petite blague, mais comme ça, une private joke. Mais bon nombre de doctorants et doctorantes oublient. Allez, pas à chaque fois, mais de s'inscrire administrativement. Je voudrais juste rappeler et profiter en fait qu'en plus de ça, je suis enregistrée pour rappeler qu'en fait, on ne peut pas faire de recherche au sein d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche si on n'y est pas inscrit administrativement. Confère mon intervention d'avant. Sur l'inscription administrative, il faut être inscrit administrativement. Donc voilà, faire un petit tour à la scolarité pour pouvoir faire une thèse. Donc ça, c'est la première obligation. Les autres obligations sont celles que vous avez vis-à-vis de votre direction de thèse et qui ne sont pas franchement des obligations administratives, mais qui sont, d'ordre scientifique et qui sont décrites en fait dans la charte du doctorat que vous retrouvez sur le site de l'école à la rubrique Faire une thèse. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Je dialogue avec la régie en même temps. Et merci, je vais te laisser un petit peu de temps pour souffler en m'adressant avant de revenir vers toi, France, en m'adressant à Brigitte sur le comité de suivi de thèse. On va vite pour vous laisser du temps de réponse aux questions et parce qu'on est un peu contraint par le temps. Qu'est-ce que le CST, le comité de suivi de thèse, chère Brigitte? Alors, je vais commencer par expliquer ce qui se passait avant, quand il n'y en avait pas. Quand il n'y avait pas de comité de suivi de thèse, eh bien, un doctorant était pris dans une relation duel avec son directeur ou sa directrice pendant de nombreuses années, les années qu'il passait à faire cette thèse. Et cette relation... parfois, un étudiant pouvait se dire « mais je ne comprends pas, mon directeur ou ma directrice il me demande ceci, il me demande cela ». L'étudiant, le doctorant peut douter par moment sur les orientations que le directeur lui fait prendre. Le directeur, lui, de son côté, peut se dire « mais bon, en année, ça fait je ne sais plus combien d'années que j'ai inscrit cet étudiant, j'ai pas lu... j'ai presque rien lu, c'est pas normal, etc. » Donc c'est le comité de suivi de thèse a été mis en place pour desserrer en quelque sorte donc cette relation duel et introduire un élément tiers qui est en fait deux personnes, deux collègues qui vont suivre le doctorant et le directeur pendant toutes les années de la thèse. Et jusqu'à présent, ce comité de suivi ne se réunissait qu'à la troisième année et un nouvel arrêté prévoit que dès la première année de thèse, ce comité se mette en place. Donc deux personnes, deux enseignants-chercheurs, dont un, la réforme prévoit qui devrait être extérieur à l'établissement. Et donc déjà, ça va créer, ça va avoir un effet d'alerter sur le nombre d'années que vous avez passé. Moi, j'ai l'expérience en tant que directrice, j'encadre des doctorants, et au bout d'un moment, vous savez plus en quelle année ils sont. Avant, la vie pour un doctorant, elle n'était pas rythmée par l'année universitaire, puisqu'il n'y avait pas de parcours doctoral. Et donc voilà, on ne savait plus à quel moment on en était. Là, le comité de thèse, il vient
un certain moment, indiquer, bon, voilà, vous avez fait une année de plus, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là? Et ça vient alerter donc déjà sur le nombre d'années passées, mais surtout ça permet donc d'avoir des personnes extérieures qui vont pouvoir vérifier l'état d'avancement des travaux du doctorant, qui va être obligé donc d'envoyer un état d'avancement de son travail. Lui, ça l'oblige à l'écrire, cet état d'avancement qu'il ne donnait pas forcément à son directeur ou sa directrice si cette personne ne le lui demandait pas. Donc un état d'avancement, on vérifie. Théoriquement, ce n'est pas une direction scientifique, mais parfois vous pouvez bénéficier quand même de conseils de la part de ces personnes, des membres du comité qui, théoriquement, ont quand même des compétences dans votre champ de recherche. Et par ailleurs, un autre point important de ce comité de suivi, c'est de permettre aux doctorants d'alerter sur des situations type harcèlement. C'est aussi l'occasion, lors du comité de suivi, le directeur sort et à un certain moment, le doctorant est seul avec les membres du comité de suivi et on lui demande si la relation avec son directeur se passe bien. Donc, vous voyez, je pense que c'est compliqué, c'est lourd pour les enseignants-chercheurs parce qu'il faut le mettre en place. On a beaucoup de doctorants, mais pour les doctorants, je pense que c'est une assurance d'un meilleur fonctionnement des années de thèse. Et donc, c'est le comité qui, à l'issue de sa réunion, va décider si l'étudiant peut s'inscrire en année. Il va donner un avis pour savoir si l'étudiant peut s'inscrire une année de plus. Voilà, en gros, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon. Merci Brigitte. Une question relative à la différence entre la co-tutelle et la co-direction, donc une précision sur ces deux aspects. France, Clément, comme vous le savez, France? Ouais. C'est très simple. Une co-direction se fait entre deux chercheurs, enseignants, chercheurs titulaires d'une habilitation à diriger des recherches en France, dans des institutions françaises. Et une co-tutelle associe une direction de thèse étrangère pour nous et une autre française. Et bon, il y a tout un certain nombre de conventions qui sont signées par l'école avec des établissements universitaires extérieurs qui facilitent les co-tutelles. Il y a un bureau de co-tutelle qui est très efficace d'ailleurs et qui permet justement de signer ces co-tutelles qui sont toujours un peu compliquées sur le plan administratif parce que évidemment, il faut concilier deux types d'exigences administratives et scientifiques différentes. Et la différence aussi entre co-tutelle et co-direction, c'est que dans le cadre d'une co-direction, en fait, le seul établissement d'inscription reste le HESS. Dans le cas et donc vous n'avez qu'un seul diplôme à l'issue de celui de l'EHESS, donc à l'issue de votre soutenance. Dans le cadre d'une co-tutelle, vous avez donc le bénéfice d'avoir un diplôme délivré par le HESS et un diplôme délivré par l'établissement partenaire, donc un diplôme international. Typiquement, ça peut être un diplôme italien si vous êtes en co-tutelle avec un établissement italien. Merci pour vos réponses. Je passe volontairement la question d'après à ce stade pour savoir si vous avez des questions dans la salle à adresser à mes interlocutrices qui sont disponibles pour vous répondre. Oui, on a une première question juste là. Bonjour, déjà je voulais vous remercier. J'avais une question sur les comités de thèse, comités de suivi de thèse, je ne sais plus comment vous avez appelé ça. Comment sont choisis les membres du comité? Est-ce que c'est le doctorant ou la doctorante? Est-ce que c'est le directeur, la directrice? Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. Le directeur peut proposer, ou l'étudiant aussi. En tout cas, ça se fait en concertation. Et le doctorant doit être informé et d'accord pour le choix des membres du comité de suivi. Pas de précision nécessaire. Une question tout devant, s'il vous plaît, et une autre question ensuite dans la salle. Alors j'ai deux questions. La première, c'est sur l'APD. Est-ce qu'il y a des critères de sélection lorsque vous sélectionnez les dossiers qui le demandent ?
Alors, le processus d'admission, il est adossé à celui du doctorat. Donc, il faut déjà en fait vous déclarer candidat ou candidate au doctorat. Vous avez, dans le cadre de la procédure, la possibilité de cocher la case APD en fait dans le formulaire que vous allez remplir avec votre direction potentielle de thèse. Et les critères sont peu ou prou les mêmes que ceux du doctorat. Donc en fait, les critères d'admission en doctorat à l'école sont assez simples. Il faut avoir trouver une direction de thèse et déterminer un projet de recherche. Dans le cadre de l'APD, ce projet, bien évidemment, n'est pas nécessairement aussi mature que dans le cadre d'une admission en doctorat. Merci. Et ma deuxième question, c'est sur le doctorat en histoire. Est-ce que vous pouvez... du coup, je regarde. Est-ce que vous pouvez démystifier ou confirmer le fait que l'agrégation est un prérequis? Non, elle n'est pas un prérequis. Et on conseille parce que vous avez plusieurs portes ouvertes si vous avez l'agrégation. Donc, on cherche à vous encourager à l'avoir pour cette raison. Mais ce n'est pas du tout une prérequis pour s'inscrire en histoire. Et cette année, par exemple, même les contrats doctoraux, je ne pense pas qu'il y avait d'agrégés cette année parmi celles et ceux qui ont obtenu un contrat doctoral. Merci pour vos deux questions. Nous avions une question juste là dans le public. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en aura d'autres ensuite? J'anticipe un petit peu. Oui. Peut-être pour l'agrégation, pour compléter. C'est une question qui est un peu épineuse parce que même si l'agrégation n'est évidemment en histoire pas obligatoire pour s'inscrire, elle peut être très utile pour obtenir un poste dans les universités après. Donc c'est toujours un dilemme pour les directions de thèse, savoir est-ce qu'on laisse commencer une thèse un étudiant français, sachant qu'ensuite il aura peut-être moins de chances d'obtenir un poste à l'université. Alors en plus, l'équation s'est compliquée récemment puisque les titulaires de l'agrégation ou d'un concours de l'enseignement secondaire ont du mal aujourd'hui à être détachés quand ils ont des contrats doctoraux parce que les rectorats bloquent. Alors ça, c'est encore un nouveau problème qu'on a et qu'on n'arrive pas à résoudre depuis des années. Il a tout à fait raison et c'est pourquoi les contrats doctoraux en histoire sont dans les mois de juin plutôt qu'à septembre, les concours pour les contrats doctoraux, parce que c'est la seule chance qu'on a pour demander ce détachement. Et en histoire, évidemment, en général, il y a plus d'agrégés et des personnes avec CAPES que dans d'autres disciplines. Donc, ça, c'est très important exactement pour ces raisons qu'on vient de souligner. Merci beaucoup. Nous avions une question juste auprès de vous. Alors, j'ai deux questions. Ma première question, moi je suis en Master 2, j'ai parlé avec ma tutrice, je cherche un autre directeur d'études pour faire une co-direction pour le doctorat. Et donc sur la liste de l'HESS, j'ai trouvé un directeur, mais lui il est 70 ans. Je ne sais pas si c'est quelque chose que... je ne peux pas l'avoir comme directeur, c'est l'âge, les limites. Vous pourriez rephraser, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourrez reformuler votre question? Alors lui, c'est 70 ans. Donc je ne sais pas si l'âge, c'est un problème ou non, s'il est retraité. S'il est retraité, il ne peut pas encadrer de thèse. Pour la réponse, il nous faut le micro, excuse-moi. Il se trouve toujours sur la liste de la CESS, sur le site de la CESS. Ah, mais c'est normal qu'il se trouve sur le site de l'EHESS en tant qu'enseignant-chercheur de l'EHESS, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il peut encore encadrer des doctorants, des doctorantes, des masterants, des masterantes. Ok. Voilà. Donc, okay. En fait, sur chaque site de formation doctorale, vous allez retrouver la liste des enseignants habilités à encadrer des thèses. Il est là. Il est là. Oui. En quelle formation? Histoire. Ok. Ah. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On vient de refaire la liste et ce sera à jour, je l'espère. Ce n'est pas si facile toujours d'avoir les informations sur qui part à la retraite. On cherche, on chasse, on court après tous les services pour arriver à cette information parce que c'est un peu délicat
quelquefois. Et donc, c'est possible que ce n'est pas à jour, mais vous pouvez nous écrire et on vous dira si quelqu'un à la retraite, je confirme, ne peut pas inscrire en thèse. La seule chose qu'il peut faire éventuellement en tant qu'émérite, c'est de continuer à suivre des thèses déjà en cours et pas qu'émérite, tout le monde peut continuer à suivre les thèses qui sont déjà inscrites, mais en général, on cherche aussi à éviter que dernière année avant la retraite, que quelqu'un prenne des étudiants en thèse parce que ça devient plus compliqué l'appuyer après. Vous aviez une deuxième question? Oui, la deuxième question, c'est en ce qui concerne le contrat doctoral. À l'ESS, le contrat doctoral, ce n'est pas nécessairement lié à l'éducation. Je veux dire que moi, je suis pas français, je suis un étudiant international, donc je me demandais si le niveau linguistique, c'est limitant pour moi. Je sais pas, tu veux répondre, Sylvia ou Brigitte? Oui, il y a deux types de contrats doctoraux. Il y a des contrats doctoraux, ce qu'on appelle des DCE, où le doctorant enseigne. Et effectivement, la question de la langue, mais vous avez vu, nous avons des collègues qui viennent de tous les pays du monde. Et après, on peut voir votre niveau de langue, s'il permet ou pas de le faire. Mais si vous avez un contrat doctoral sans enseignement, non, votre niveau de langue n'est pas un problème. Ok. Merci beaucoup. Nous avions une question juste là. Je reprends tout un lot de questions juste après pour qu'on avance sur les différents axes. On vous écoute. Peut-être que la question d'avant répond un petit peu. Je rentre tout juste en master. Je suis très intéressée par une thèse, mais du coup, je ne connais pas encore grand-chose. Je patauge un peu. Je voulais savoir, du coup, si on est vraiment uniquement étudiant, mais comme il y a le contrat de thèse, je ne suis pas sûre d'avoir compris, parce que là, je sais que j'ai un emploi à côté pour financer ma vie à côté de mes études. Est-ce qu'il y en a besoin encore en thèse? Est-ce que la thèse permet du coup, oui, d'enseigner et d'avoir des revenus à côté? Enfin voilà, c'est le genre de questions que je me posais. Alors là, vous touchez à un problème qui est assez important, qui est celui des financements du doctorat. Vous avez en SHS encore un certain nombre de doctorants, peut-être la majorité encore, qui n'ont pas de contrat doctoraux et qui doivent donc travailler à côté de leur thèse. Et ce qui pose tout un tas de problèmes, évidemment, parce que ils n'ont pas toujours le temps, justement, de faire les recherches qu'ils souhaiteraient faire. Et c'est une source de frustration assez importante, évidemment. Et à côté de ça, évidemment, il y a des contrats doctoraux qui sont en nombre relativement limité, mais qui existent et qui permettent justement de faire un doctorat dans de bonnes conditions. Mais les deux situations existent en fait. Ok. Je voulais juste savoir aussi si on fait une thèse à l'EHESS, il n'est pas possible par exemple d'être ATR dans un autre établissement Si, tout à fait. C'est absolument possible. Okay. Donc il y a pas mal de possibilités. Il y a les contrats doctoraux de l'école, il y a d'autres contrats doctoraux de structures qui s'appellent des LabEx, par exemple, qui offrent des contrats doctoraux. Il y a les contrats doctoraux CIFRE dont on a parlé, différents types de supports. Il y a les postes d'ATER. Bon, il y a pas mal de possibilités de financer son doctorat. Tout à fait, ça existe, hein, et la plupart des doctorants s'en tirent assez bien. Ok, merci. Merci beaucoup pour vos questions. On revient auprès de vous tout de suite après. Je remercie Jérôme qui ne va pas très loin mais qui m'en voudra beaucoup de sortir de ça pour inviter Johan à nous rejoindre. Et j'enchaîne sans plus tarder avec la partie d'après relative aux mobilités, notamment au départ à l'étranger. Et je m'adresse à Marianne pour les opportunités en doctorat relatives à un départ à l'étranger. Non, c'est bon. Donc désolée pour les personnes qui étaient là pour le master parce que je vais globalement faire le même speech. Mais à l'EHESS, on a une centaine d'accords avec des universités à l'étranger. Et dans le cadre du doctorat, il est possible de partir en mobilité dans ces universités-là. Donc ça pourrait être des mobilités. Donc, en doctorat, l'avantage, c'est que c'est des mobilités très flexibles. Ça peut être de 1 mois à 12 mois. Et c'est des mobilités qui pourront vous permettre soit par exemple d'accéder à des archives, de rencontrer des chercheurs dans les universités partenaires, de suivre même des cours dans les universités partenaires, ou même aussi de vous rapprocher de vos terrains, même si c'est différent des aides
des aides au terrain. Et ces mobilités sont possibles pour les doctorants contractuels, mais aussi pour les doctorants non contractuels. Et en plus, vous pouvez aussi avoir des aides financières pour vous permettre de subvenir à certains besoins pendant votre mobilité. Donc pour ces mobilités-là, on fait des appels à plusieurs périodes de l'année. Par exemple, là, en ce moment, il y a des appels pour les mobilités Erasmus, donc en Europe. Sachez qu'en doctorat, vous pouvez aussi faire une mobilité Erasmus. Sinon, par exemple, en décembre, il y aura les mobilités pour l'Asie. L'appel pour l'Asie ou pour les UMIFRE. Donc les UMIFRE, c'est pour faire simple, on va dire des laboratoires français à l'étranger. Et donc ça, c'est aussi ouvert aux doctorants. Le projet de mobilité, il faut quand même en parler avec votre directeur ou directrice de thèse. Et sachez que ça se prépare quand même aussi en amont. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, tiens, cette mobilité m'intéresse, est-ce que je peux partir la semaine prochaine? Ça se fait quand même plusieurs mois à l'avance. Donc là, par exemple, pour l'Asie, c'est 1 an à l'avance. Voilà, donc il faut penser ça aussi rapidement dès que vous commencez votre thèse. Mais en tout cas, c'est une bonne opportunité aussi pour enrichir son travail de recherche. En fait. Merci beaucoup Marianne. Toutes ces infos là aussi, je me répète pour ceux qui étaient là aussi avant, sont disponibles sur les réseaux sociaux, le site internet avec l'espace dédié aux étudiants et sur vos adresses mail bien sûr @ehess.fr. La question qui suit, et tu l'as évoqué un tout petit peu, c'est la question des aides au terrain. Une question pour Florence sous l'axe aussi labo comme scolarité et école doctorale notamment. Oui, pour les aides au labo, je laisserai la parole à Monsieur Thibault, mais donc voilà, le HESS pour vous aider à financer, donc au-delà du financement par le biais d'un contrat doctoral, le HESS dispose d'un éventail assez large d'aides financières pour vous aider à mener à bien vos projets de recherche, notamment vous rendre sur vos terrains quand vous avez des terrains à effectuer ou vous rendre en archives quand il s'agit de dépouiller les archives. Il ne s'agit pas de bourses en fait, c'est pas des bourses sur critères sociaux, c'est vraiment des aides qui n'ont pas vocation nécessairement à couvrir la totalité des frais qu'engage un déplacement sur un terrain long, mais vraiment de vous apporter un soutien financier suffisamment quand même conséquent pour pouvoir envisager ces terrains dans des conditions décentes. Et donc différents acteurs proposent ces aides. Elles sont toutes décrites en fait dans le livret étudié à l'EHESS et vous retrouvez ces informations donc à la rubrique financer mon terrain. Et elles sont aussi disponibles à la rubrique vie étudiante du site de l'école, notamment les aides au labo. Mais je vais laisser la parole à Monsieur Thibault. Oui, alors les laboratoires ont vocation à aider les doctorants à effectuer des missions, souvent, enfin pour nous à l'étranger, mais pas nécessairement à l'étranger. Il faut savoir que les pratiques des laboratoires sont vraiment différentes et les modalités d'attribution de ces aides varient vraiment beaucoup suivant les laboratoires. Pour mon labo, on essaie d'aider en général les doctorants qui viennent de s'inscrire en thèse pour faire leur premier terrain. Et puis, je dirais qu'il y a un droit pour chaque doctorant à avoir au moins une aide au cours de son doctorat. Il faut savoir qu'il y a aussi des structures qui vont bientôt fermer peut-être d'ailleurs, qui s'appellent les LabEx et laboratoires d'excellence qui sont adossés aux laboratoires, auxquels les laboratoires participent, qui peuvent attribuer aussi des aides au terrain, notamment à l'étranger. Donc avec l'école doctorale, avec les labos, avec les LabEx, ça fait pas mal de possibilités de financer des missions. Merci, pas de complément, pardon. La question d'après porte vraiment plus sur la vie institutionnelle de l'établissement et pour y contribuer au quotidien, les doctorants ont vraiment un rôle. Je m'adresse particulièrement à Brigitte et à Johan pour vous demander quelles sont les modalités de participation à la vie institutionnelle de l'établissement. Alors, peut-être, juste en propos liminaire, je dirais que faire un doctorat,
et notamment à l'EHESS, c'est pas juste faire une thèse seul dans son coin. On est une institution où il y a plein d'éléments où on peut se rencontrer les uns les autres en tant que collègues en doctorat. Donc il y a le parcours de formation doctorale qui aiguille sur ça, donc qui vous aiguille sur des différents séminaires qui sont des lieux de socialisation avec les collègues. Et je tiens vraiment à souligner ça, c'est important, la solitude qui peut exister en doctorat, il faut savoir la briser, collectivement on peut le faire. Vous pouvez participer, monter des ateliers doctoraux qui sont des éléments où les doctorants discutent de leurs recherches en cours. Ça peut être aussi enseigner, se professionnaliser. Et là, je vais juste parler de Benoît Hachek qui m'a demandé d'en parler. Il y a un module qu'il est en train de créer pour aller faire de la vulgarisation de la recherche par des doctorants et des doctorantes dans les établissements secondaires. Et donc, c'est des processus qui rentreront dans le parcours de formation doctorale. Pour briser la solitude et aussi être dans l'institution, vous avez des associations qui existent et des syndicats. Alors j'en fais partie d'un. Vous avez différents syndicats et associations. Vous pourrez les retrouver au forum des associations de 13h30 à 15h30 mercredi prochain dans le bâtiment de l'EHESS si vous avez envie de discuter avec les différents doctorants et étudiants qui sont engagés à l'école. Et ensuite, vous avez aussi toute une strate administrative qui existe où vous avez des représentants et des représentantes, notamment doctorants. À l'échelle du laboratoire, vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, différents représentants à cette échelle-là. C'est autant de collègues que vous pouvez solliciter en cas de difficulté. Vous avez aussi à l'échelle de l'école doctorale, le conseil de l'école doctorale où des doctorants sont représentés, des doctorantes aussi. On est 6 à y être. Donc c'est aussi des éléments où on peut porter la voix des doctorantes et des doctorants, faire avancer des choses, faire remonter des difficultés qui peuvent exister. Donc il ne faut absolument pas hésiter à saisir ces représentants et ces représentantes. Et à l'échelle de l'établissement, vous avez aussi différentes instances. Alors bon, je vais passer un peu vite, mais vous avez le conseil d'administration, vous avez la commission de vie étudiante qui est importante, qui aussi, parce qu'elle peut financer des projets qui sont autres que scientifiques, donc des projets culturels, des projets artistiques, des projets qui ont lien avec la santé, mais aussi pour attribuer certaines aides sociales si vous traversez des difficultés financières qui peuvent en partie compléter celles du Crous. Donc un peu, voilà les strates administratives. Vous avez le conseil scientifique aussi qui existe. Bon, je vais pas tous les citer parce que je vais vous perdre, mais c'est pas le sujet. Et je dirais que vraiment, restez pas seul, participez aux différents éléments qui sont organisés par les collègues, soit sous forme d'activités culturelles ou alors scientifiques comme les ateliers doctoraux, les journées d'études. C'est notamment là, dans ces cellules-là, où vous rencontrerez vos collègues. Généralement, les ateliers doctoraux finissent avec un apéro entre collègues. Donc c'est vraiment les lieux, les étapes, les endroits où vous pourrez discuter, rencontrer et aussi faire de la socialisation scientifique et académique. Oui, j'ajouterais juste que c'est très important que vous vous présentiez à vos collègues pour être élus représentants des étudiants. C'est très important pour l'institution. On a vraiment besoin de ce relais entre notamment l'administration et donc la population étudiante, savoir quels sont vos besoins. Le rôle d'un représentant d'étudiants, c'est porter la parole de ses collègues, alerter sur des problèmes et inciter l'institution à changer, à se modifier, à faire des progrès. Donc c'est quelque chose de très important d'être représentant des étudiants. Et pour les personnes qui le sont, c'est aussi un moyen de comprendre l'institution dans laquelle on vit. Et je pense que c'est aussi un facteur de réussite. Si vous participez à l'institution, si vous comprenez ses rouages, vous comprenez davantage ce qu'est un centre de recherche, ce qu'est un conseil scientifique, ça fait aussi partie de votre formation. Parce que si un jour vous devenez chercheur ou enseignant-chercheur, eh bien, vous serez amené à faire partie d'un conseil scientifique ou d'un conseil d'administration en tant qu'enseignant-chercheur ou chercheur. Donc, ça fait partie de la professionnalisation, me semble-t-il. Et vraiment, nous, le HESS, l'institution, nous avons besoin de ces représentants des étudiants.
Merci beaucoup. Une dernière question pour laisser vraiment le temps au dialogue avant de devoir clore, pour laisser la place à la remise de prix de mémoire et de prix de thèse auxquels vous êtes invités. C'est la question de l'après, les ressources aussi, les leviers pour l'après-thèse à l'école. J'ai plusieurs questions que je vais vous poser en une seule fois, notamment pour la dimension professionnalisation. Donc évidemment, c'est une question dont la réponse va être portée par Virginie. Une question relative au post-doc aussi. Brigitte pourra nous en dire un mot. Et notamment sur les MCF, les concours CNRS également. Et enfin, la question relative aux attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les ATER, et c'est à France que je m'adresserai. Pour la professionnalisation, Virginie, en doctorat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oula, la question est vaste. À cette heure de la journée, à cette heure avancée de la rentrée, je vais vous donner 2-3 petites lignes simplement de réflexion, 2-3 petits axes sur lesquels l'école travaille. L'insertion professionnelle des doctorants et des docteurs à l'école, c'est nouveau. C'est-à-dire que le service dont j'ai la responsabilité, qui s'appelle le SAIP, est un service qui existe seulement depuis la rentrée 2019. Donc on a d'abord travaillé surtout sur les masterants. Certains d'entre vous le savent déjà. Et aujourd'hui, on commence à travailler vraiment sur l'insertion professionnelle des doctorants, qui consiste en fait à préparer l'après. Préparer l'après, c'est évidemment à vous de le faire, mais on essaye de trouver des ressources pour vous aider. On ne peut pas, nous, à l'école, prendre en charge l'ensemble des doctorants, qui sont, on l'a dit, environ 1500. Donc, on travaille en fait à créer des liens avec l'extérieur, avec des partenaires qui sont soit des acteurs de l'emploi, comme l'APEC, certains peut-être connaissent, l'Association pour l'emploi des cadres, qui crée actuellement une aide pour les doctorants justement et les docteurs, donc qui connaissent évidemment moins bien les sciences sociales que les sciences dures, on va dire, mais on travaille avec eux pour que ça s'améliore. On a créé des liens aussi avec l'ABG, qui est l'association Bernard Grégory, qui travaille précisément sur les projets professionnels des doctorants et des docteurs. Donc une des expertes de l'ABG sera là mercredi après-midi avec nous dans les ateliers qu'on fera au SAIP. Et puis, on prépare aussi un certain nombre de ressources qui seront sur le site, vraiment à destination des doctorants. Donc, des liens vers des plateformes sur lesquelles vous pouvez avoir des pistes professionnelles et des perspectives. Et enfin, on a créé avec France, lorsqu'elle était responsable de l'école doctorale, justement une offre spécifique d'ateliers pour tous ceux qui soutiennent leur thèse. Donc au moment du dépôt de votre thèse, vous avez accès à un atelier qui est vraiment dédié, qui est sur mesure pour les docteurs de l'EHESS, donc avec un travail vraiment sur vos compétences, qu'est-ce qu'on apprend quand on est en doctorat et quand on sort d'un doctorat, et qu'est-ce que les employeurs aussi, les associations, les établissements publics et privés peuvent trouver et recherchent dans vos profils. C'est aussi ça la question, c'est d'avoir suffisamment confiance dans ses propres capacités et ses propres compétences. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Pour les questions des post-docs, donc j'ai le lot post-doc, concours CNRS et MCF. Brigitte, que peux-tu nous en dire ? Alors ce que je peux vous dire, c'est que quand on a fini sa thèse, on se dit ouf, enfin, et rien n'est terminé en fait. C'est-à-dire que si vous voulez devenir enseignant-chercheur ou chercheur, il faudra vous présenter, passer des concours, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en attendant de passer ces concours, parce que ces concours sont exigeants et demandent un CV très étoffé, eh bien, vous avez en général un temps de latence entre la soutenance de votre doctorat et l'obtention d'un poste à durée indéterminée. Et donc, pendant cette période, vous pouvez candidater sur des postes qu'on appelle des post-doctorats. En fait, c'est pour devenir un chercheur contractuel pour une durée qui va en général d'1 an à 3 ans. Enfin, ça peut être un peu moins d'1 an, et 3 ans, c'est extrêmement rare. Ce sont des contrats qui sont proposés soit par des organismes de recherche, ça peut être des établissements, voilà, il y a des fondations privées.
on vous donnera des indications pour savoir où faire de la veille et comment avoir connaissance de ces postes. Donc ça peut être aussi à l'étranger, bien évidemment. Et souvent, vous avez un profil qui est publié en même temps que le poste. Et vous allez essayer si c'est une thématique qui n'est pas très éloignée de vos compétences, de votre sujet de thèse, eh bien, vous pouvez faire un nouveau petit projet, sachant que, par exemple, si le postdoc est d'1 an, qu'est-ce que je peux faire en 1 an sur cette thématique qui est finalement assez proche de ma thèse? Et donc, vous faites une proposition, c'est un petit projet de recherche qui sera évalué. Voilà. Et on peut enchaîner des contrats postdoctoraux pendant plusieurs années, pendant 5 ans après la thèse. J'enchaîne ? Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, donc, les 2 grandes voies d'accès principales, si vous voulez travailler dans l'enseignement supérieur ou la recherche, eh bien, c'est de postuler soit pour devenir chargé de recherche au CNRS, soit pour devenir maître de conférence dans une université. Pour l'université, vous avez un site qui s'appelle Galaxy, qui est le site des personnels de l'enseignement supérieur, sur lequel vous avez les publications, des offres de postes qui se libèrent dans les universités. Mais pour candidater, il faut avoir été qualifié par le Conseil national des universités. Et donc, juste après votre thèse, après votre soutenance, et même avant, puisqu'en fait, les qualifications, les projets peuvent commencer à se monter, les dossiers peuvent commencer à se monter en septembre. Donc, vous pouvez aller sur le site Galaxy. Et ensuite, en général, vous avez jusqu'en janvier pour donner les dernières pièces justificatives si vous avez soutenu votre doctorat jusqu'à fin décembre. Et donc, une fois que vous avez cette qualification, vous allez pouvoir présenter votre candidature pour un poste de maître de conférence à l'université. Et la procédure au CNRS est proche, il n'y a pas de qualification, mais là, c'est à peu près la même période de l'année. Les candidatures au CNRS ouvrent en général en décembre et se clôturent la première semaine de janvier. Et là, vous avez un projet de recherche à réaliser. Vous avez votre CV, bien sûr, mais un projet de recherche particulier. Et comme le disait Clément Thibault, vous pouvez être aidé dans les laboratoires par des chercheurs qui peuvent vous aider à préparer un projet de recherche, parce que chaque établissement, même un projet de recherche pour le HESS n'est pas le même qu'un projet de recherche pour le CNRS. Donc vous avez dans les centres, dans les universités, dans les unités de recherche, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui peuvent vous aider pour présenter ces projets et vous donner des indications un peu plus précises sur les candidatures. Merci beaucoup. Et une autre possibilité aussi, c'est ce qu'on appelle les ATER, donc les attachés temporaires d'enseignement et de recherche. France, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, donc c'était un peu pour rebondir aussi sur votre observation sur les ATER. En fait, c'est des postes qui sont donc temporaires d'enseignement et de recherche, et ils permettent de préparer une thèse ou de se préparer au recrutement de l'enseignement supérieur en qualité d'agent contractuel. Donc en fait, vous avez un contrat pour assurer une charge d'enseignement qui est à peu près de 192 heures par an, et en principe, en fait, ces postes sont ouverts essentiellement aux doctorants en fin de thèse. Donc, il faut être en capacité de prouver que vous allez vous allez soutenir dans l'année qui suit votre ATER, donc votre poste d'ATER. Et ils peuvent être aussi occupés par des jeunes diplômés qui sont en attente d'un concours pour un poste de maître ou de maîtresse de conférence ou de chargé de recherche. Voilà, et donc ça, ce genre de poste, si vous êtes en début de thèse, c'est pas très intéressant que je vous détaille la procédure, mais les appels à candidature sont ouverts courant du printemps sur le même site que celui pour les maîtres de conf, donc le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Galaxy, et toutes les offres de postes sont sur cette plateforme, mais certains établissements font le choix aussi de diffuser leurs propres postes par leurs canaux de recrutement maison. Voilà pour un petit tour d'horizon des ATER. Et tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que c'est pas mal. De l'expérience de la fin de thèse.
peut-être qu'il y a, enfin, on parle beaucoup de voie académique pour parler de la voie de l'après-thèse, de l'après-doctorat. Il n'y a pas que la voie académique qui existe, et c'est même peut-être conseillé de ne pas attendre la fin du doctorat pour aussi songer à différentes voies professionnelles qui peuvent exister. Alors, avec le SAIP, avec Virginie, vous pourrez travailler sur ces éléments-là, mais il y a aussi, à savoir, il y a pas mal de concours qui existent avec une voie spéciale docteur, qui sont réservés aux docteurs. Vous avez dans le cadre universitaire des postes administratifs qui sont d'ingénieurs de recherche, qui permettent dans la voie administrative, mais de manière très large, ça peut être aussi bien dans les laboratoires que dans l'administration pure et dure, des diplômes, enfin c'est des postes qui sont réservés aux docteurs. Et ensuite dans des concours de la fonction publique, il existe beaucoup de voies de concours spécial docteur justement où les titulaires d'un doctorat ont des modalités un peu différentes pour passer ces concours et les avoir. Type généralement, ça se limite à un dépôt de dossier et à un entretien oral. Donc c'est aussi une possibilité professionnelle après le doctorat. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Et juste avant de vous céder la parole pour l'échange de 5 minutes avec tous les collègues, je voulais aussi proposer la parole au pôle langue afin de vous dire que comme pour le master tout à l'heure, le pôle et ses équipes vous accompagnent toute l'année. Je te laisse la parole, Sébastien. Merci beaucoup. Oui, donc moi je suis Sébastien Pipec, je suis professeur d'anglais au pôle langue et comme j'ai très peu de temps devant moi pour vous parler, j'espère que vous avez tous le petit livret étudié à l'EHESS dans le très beau tote bag qu'on vous a fourni en bas. Et à la page 132, vous avez en fait une présentation de toutes les activités du pôle langue auxquelles, bien sûr, en tant que doctorante, vous avez accès. Et je vous invite donc à consulter un petit peu cette offre, en sachant que le pôle langue met en place notamment en français langue étrangère, plus particulièrement, et en anglais, mais c'est aussi le cas pour l'allemand. Mais disons qu'en FLE et en anglais, on met en place véritablement un accompagnement individualisé pour les doctorants et doctorantes qui ont besoin d'un accompagnement en anglais ou en français pour la rédaction, pour l'écriture, pour la présentation orale de leur recherche. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez aussi pour l'anglais d'ailleurs ces dispositifs sur Neobab. Dans un onglet qui s'appelle Anglais pour doctorants, doctorantes. Et vous pouvez nous contacter. Vous avez nos adresses mail sur Neobab dans ce petit livret. Et je vous invite vivement à nous contacter par mail ou à venir nous voir. Mon collègue Andrew Hodgson est là aussi. On pourra vous recevoir là rapidement pour répondre à vos questions si vous avez des questions bien précises. Et voilà, écoutez, bonne rentrée à tous et toutes. Merci Sébastien. Effectivement, pour les questions relatives aux langues, vous l'avez compris, Sébastien et Andrew seront à votre disposition ici, ou alors vous avez tous les contacts et je vous renvoie à la page 132 du livret. Effectivement, donc j'exclus, et je vous remercie de votre compréhension, les questions relatives aux langues qui relèvent souvent de cas très particuliers. Je vais quand même prendre les autres questions, si vous en avez, pour tous les interlocuteurs et interlocutrices qui sont en face de vous. N'hésitez pas. Nous avons 2 questions, et une ici aussi. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'intéresse au cinéma documentaire et j'ai entendu dire qu'il était possible de faire une thèse partiellement sous forme de vidéo, mais j'ai jamais rien vu de ça en ligne sur le site de l'HESS. Donc, j'aurais voulu savoir si c'était possible ou pas. Merci. Alors, sur la question des formats alternatifs d'écriture scientifique, pour le moment, nous n'avons pas adopté de position. Donc, inclure évidemment du matériel vidéo dans votre corpus de recherche, c'est possible, mais le format d'écriture reste le format académique classique. Pour le moment, on n'a pas encore arrêté de position à ce regard et enfin, il faudrait que ce soit un sujet abordé par le conseil de l'école doctorale. Ouais. Il vous faut le micro. Et est-ce que ça serait envisageable quelque chose qui serait dual en fait, enfin, à la fois quelque chose d'écrit et quelque chose en vidéo? Encore une fois, la vidéo peut venir en fait en appui du discours académique classique, mais la thèse reste, une thèse écrite et donc catalogable en fait au format tapuscrit, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Nous avions une question juste ici. Oui, une petite question en ce qui concerne des co-tutelles de thèse. Dans ce cas-là, est-ce que le parcours doctoral se modifie-t-il ou on est toujours obligé de suivre tous ces séminaires et ateliers? Non. Tu veux répondre, Yoann?
Ok. Non, justement, en fait, c'est adaptable. Donc, si vous avez évidemment une offre de formation, d'ailleurs, le parcours doctoral tel que je l'ai décrit est un peu une nouveauté à l'école, mais il se pratique en fait de manière assez large ailleurs en France et aussi à l'international, où il y a souvent, quand vous faites un doctorat, vous avez des obligations de suivi de cours de méthodo, enfin bon, bref. Et donc, évidemment, ce qui est suivi dans le cadre de votre séjour dans l'établissement partenaire est validable au titre du parcours doctoral au sein de l'EHESS. Un complément? Juste pour préciser, le parcours de formation doctorale, il a été conçu de concertation entre les doctorantes et l'administration, et vraiment, il a été conçu comme vraiment un élément pour les doctorants et les doctorantes, pour les accompagner, qu'ils s'accompagnent eux-mêmes dans leur recherche, dans leur travail, dans leur formation. Et donc, c'est quelque chose qui est adaptable, et c'est j'ai pas le terme, sur mesure, j'ai pas le terme, le fait qu'on puisse c'est sur la confiance, c'est sûr. Oui, basé sur la confiance, c'est du déclaratif. Voilà, c'était le terme que je cherchais. C'est du déclaratif, et il y a une validation, un contrôle par la direction de thèse et le comité de suivi de thèse. Ça va être leur rôle aussi d'accompagner, de voir l'évolution de la formation, mais c'est vraiment du déclaratif et c'est de la confiance. C'est pour les doctorants et les doctorantes, pour les accompagner dans leur formation et dans leur trajectoire de doctorat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Si ce n'est pas le cas, peut-être un tout dernier mot, et puis pour poser encore une dernière question à France, parce que je trouve que je t'ai un peu trop laissé tranquille. On a passé vite tout à l'heure, et j'ai passé la question de la césure. Est-ce que tu souhaites en dire un tout petit mot? Ouais, je sais pas, vous étiez tous là avant, non? Non. Bon, pour ça, il y en a qui baillent déjà. Vu. Donc la question de la césure, oui. Donc évidemment, vous avez besoin de faire une pause dans votre thèse quelque part au milieu, ou même avant même de vous engager en thèse. Vous pouvez en fait décider de faire une année de césure. Une année de césure, en fait, vous suspendez le cursus que vous avez prévu d'effectuer au sein de l'établissement. Donc typiquement, vous avez fait 2 ans de thèse, vous avez besoin de souffler, ou parce que vous avez une opportunité ou un projet personnel défini, ou besoin de vous former à une langue atypique et qui est indispensable pour pouvoir aller sur votre terrain. Vous avez besoin d'une année, et donc vous pouvez en faire la demande auprès de l'administration. En principe, ça se fait donc au plus tard au mois d'octobre, et il faut avoir... Pour pouvoir faire cette demande, il faut avoir l'assurance que vous serez admis à poursuivre en doctorat en 3e année de thèse. Donc là, j'ai pris le cas de l'étudiant qui a fait 1-2 années de thèse et qui souhaite faire une césure entre sa 2e et sa 3e année de thèse. Pour pouvoir faire sa demande sa demande de césure, il faut qu'il ait l'assurance qu'en 3e année de thèse, son directeur ou sa directrice de thèse sera OK pour continuer à l'encadrer et qu'il aura la possibilité de s'inscrire en doctorat l'année suivante. Voilà, de nouveau. Merci beaucoup. Nous aurons été très complets. Infiniment, je ne sais pas, mais très complets en tout cas. On aurait encore 1001 choses à se dire, évidemment. Nous vous donnons rendez-vous pour les forums demain et après-demain, où vous aurez aussi une bonne partie de nos interlocuteurs présents ici pour répondre à vos questions. Dans 5 minutes, tout pile, a lieu la remise du prix de mémoire et de thèse. On vous invite à y assister. Avant de rejoindre, on parlait d'apéro tout à l'heure, on rejoint le pot de l'EHESS qui vous attend au bâtiment école juste à côté. Je remercie particulièrement toutes les interlocutrices et les interlocuteurs qui se sont rendus présents. L'interprétation en langue des signes aussi pour les collègues qui ont fait un travail formidable pendant 3 heures. Et je salue toutes les personnes qui nous suivent bien sûr à distance, et je vous souhaite une très très belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Et restez parce que c'est le moment de voir le produit fini, là, maintenant.